Et donc, je vais vous parler des auxiliaires de culture avec des agriculteurs qui travaillent dans des collectifs d'agriculteurs. Donc, ils se présenteront tout à l'heure. Donc, nous avons Pascal d'Auvergne qui est sur le secteur du côté de Pompadour, sur la commune de Ségur plus exactement, donc qui est pomiculteur. Et nous avons Didier Selle et sa compagne qui est resté en retrait, qui sont des producteurs de fraises. Alors, c'est la commune de Beaulieu ? Sur la commune de Beaulieu, voilà. Donc, qui eux aussi font appel aux auxiliaires de culture pour produire. Et donc avec moi, et pour accompagner les agriculteurs, donc il y a Éric Bressy, donc il se présentera également. Donc Éric Bressy est ingénieur réseau Défi Ferme. Donc il accompagne un groupe de producteurs en fraises sur la réduction, voire la suppression des pesticides. Tout comme moi d'ailleurs, puisque j'accompagne un groupe d'une dizaine de producteurs, mais moi plus particulièrement sur la framboise. Caroline ? Donc, au niveau du contexte de la production, avant, en fait, les agriculteurs, à l'après-guerre, avaient énormément recours aux produits phytopharmaceutiques pour protéger les cultures et pour justement amener les récoltes jusqu'à leur terme. Donc, en fait, on parlait beaucoup de traitements systématiques, on n'observait pas trop la culture, en fait, et les produits, en fait, étaient vécus comme étant un petit peu... les produits miraculeux. Sauf que petit à petit, il y a une biologiste qui a donné la première sonnette d'alarme. En fait, elle s'est rendue compte qu'il y avait de la mortalité au niveau des oiseaux, une mortalité anormale. Et elle a aperçu également que les coquilles des oiseaux étaient de plus en plus fines. Et donc, elle a trouvé un lien entre l'utilisation des pesticides et cette dérive. En parallèle de ça, les agriculteurs en fait, ont commencé à voir apparaître des phénomènes de résistance. Il y a des molécules qui apparaissaient comme étant très efficaces, qui petit à petit étaient de moins en moins efficaces. Donc baisse d'efficacité des molécules, voire aucune efficacité des molécules. Et on avait aussi des molécules sur lesquelles en fait, il n'y avait pas d'effet, on avait vraiment des impasses techniques. Donc les agriculteurs se sont posés des questions. Et en plus, non seulement les produits étaient moins efficaces techniquement, non seulement ils étaient dangereux pour l'environnement, mais en plus, petit à petit, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait aussi un effet sur l'homme. Donc, petit à petit, les agriculteurs ont pris conscience finalement que la solution, elle n'était peut-être pas là. Donc, c'est une façon de travailler, c'est une façon de protéger les cultures, mais c'est peut-être pas l'unique solution. Donc, ils ont pris aussi conscience que les pratiques culturelles comme la fertilisation, par exemple, un excès d'azote, pouvaient favoriser certains ravageurs. Donc, on s'est rendu compte qu'en fertilisant, en irriguant trop, finalement, on favorisait les ravageurs plutôt que les maladies. On s'est rendu compte aussi, avant, moi j'aime bien dire qu'en France, on a les jardins à la française. On avait des jardins tout carrés, tout droits, des allées bien propres. Donc quelque part, ce modèle de paysage, ce modèle d'aménagement, quelque part, on l'a reproduit en agriculture. Un agriculteur qui réussissait, c'était un agriculteur qui avait des rangs très droits, des allées bien propres. Et finalement, de l'autre côté de la Manche, on a les jardins à l'anglaise, où là, on a des jardins qui s'expriment, les arbres profitent, la taille, il n'y a rien à voir, le végétal s'exprime. Et on s'est rendu compte finalement qu'en agriculture, il était peut-être intéressant de travailler différemment, justement. Il était peut-être intéressant d'avoir des haies, il était peut-être intéressant d'avoir de l'herbe. Donc finalement, l'agriculture, petit à petit, elle a appris à travailler avec la nature, plutôt que contre. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait tout un tas de choses qui circulaient dans nos cultures. Donc on reviendra dessus. Hein. On a des cirves, des chrysoptes, des chouettes, des coccinelles, les grenouilles, les serpents. Enfin, il y a tout un tas de petites bêtes qui finalement peut être utiles à l'agriculteur. Donc ça peut être à l'agriculture. Tu vas trop vite. Voilà, ça peut être utile à l'agriculteur, mais il faut quand même faire attention que tout n'est pas solution. Donc par exemple, Pascal, il va connaître le forficule. Le forficule, en fait, c'est un insecte qu'on va avoir en arboriculture. Donc on appelle ça aussi le perce-oreille. Hein.
Bon, il ne perce pas les oreilles, je vous rassure, hein. Mais le forficule, en fait, c'est un insecte qui est très intéressant parce qu'il va consommer énormément de pucerons. Sauf que ce petit insecte-là, il est bien sympa, sauf que quand il n'a plus de pucerons pour manger, par exemple, ben dans les pêches, il aime bien en fait aller jusqu'au fond du noyau. Donc du coup, de quelque chose qui était utile, d'un auxiliaire de culture, il peut aussi devenir nuisible. Même chose pour le bourdon, donc on va le voir. Les fraisiculteurs utilisent les bourdons pour polliniser les cultures, sauf que le bourdon, si on le laisse faire, il va butiner, 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 et finalement le surbutinage, au lieu d'avoir des belles fraises, peut entraîner des déformations. Et le Macrolophus, qui a été introduit en tomate, la même chose. À un moment donné, quand il n'a plus rien pour manger, il va consommer la tomate. Donc tout est histoire vraiment d'équilibre. Donc les agriculteurs utilisent des auxiliaires. Pour la pollinisation, il faut bien y penser. Souvent, en fait, quand on parle d'auxiliaires de culture, on pense ravageurs. Mais il n'y a pas que les ravageurs. L'abeille, le bourdon, enfin, vous verrez, il y a tout un tas d'insectes qui sont utiles pour la production des fruits. Donc, pour la pollinisation et pour la protection. Et donc, on a des insectes qui vont être indigènes. En fait, au début, j'avais écrit naturels, mais ils sont tous naturels, je vous rassure. Mais on a des insectes qu'on va retrouver naturellement dans nos cultures. Donc, que ce soit des petits acariens, des cirfes, des coccinelles. Mais également, vous pourrez le voir tout à l'heure, on a aussi des insectes qu'on va appeler d'élevage. C'est-à-dire que l'agriculteur va pouvoir acheter s'ils ne sont pas en quantité suffisante dans sa culture. Donc après, il y a tout un tas de modalités de lâcher. Donc on le verra sur les ateliers. Mais voilà, tout ça, c'est accessible aux agriculteurs. Alors, en ce qui concerne les pollinisateurs, quand on parle de pollinisateurs, en fait, voilà, on pense souvent à l'abeille, sauf que la pollinisation, ce n'est pas que le travail de l'abeille. En fait, ça va être le travail d'une grande famille. Donc je parle de grande famille entre guillemets, hein, puisqu'en fait, ces pollinisateurs sont regroupés sous quatre ordres. Vous avez les coléoptères. Donc, je vous ai mis les petits noms, comme ça, quand vous verrez ces insectes-là, vous saurez comment ils s'appellent, hein. Donc vous avez donc au niveau des coléoptères, vous avez les cantharides qui sont souvent sous les ombellifères. On en trouve également sur la vigne. Vous avez l'acétoine dorée, donc elle peut être verte et elle peut être bleue. C'est un insecte qui est vraiment très joli. Donc l'adulte est utile. Par contre, la larve nous cause quelques dégâts en horticulture parce que la larve va remuer le terreau et donc elle va mettre à l'air libre les racines. Vous avez bien évidemment les papillons, donc le très connu macaon. Je vous ai mis son petit nom parce qu'on le voit souvent, c'est le sphinx colibri. Donc des diptères, donc les diptères c'est les mouches, mais dans les mouches c'est pas tellement la mouche qui va polliniser, on a surtout les cirfes. Donc les cirfes ça ressemble à des petites guêpes, mais simplement pour faire la différence entre une cirfe, pour reconnaître une cirfe par rapport à une guêpe, la cirfe elle fait un vol stationnaire. Donc au-dessus de la plante, c'est ce qui vous permet d'identifier vraiment cet insecte-là. Et vous avez également, j'avais choisi de vous présenter la mouche scorpion parce que je la trouve un peu originale. Elle a un double intérêt, donc elle peut polliniser parce qu'elle va de fleur en fleur, mais elle est également carnivore, et donc du coup elle va aider à la régulation des ravageurs qui sont présents sur la culture. Et les meilleurs des meilleurs au niveau des pollinisateurs, on va les retrouver dans l'ordre des hyménoptères. Donc les hyménoptères, il y a les fourmis. Bon, les fourmis, ce n'est pas les meilleures pollinisatrices, hein. Elles circulent d'une fleur à l'autre, donc elles transportent un peu de pollen, mais leur corps n'est pas très adapté. Vous avez donc les vespidés. Donc au niveau des vespidés, vous avez donc le fameux frelon. Donc le frelon, il a une image pas très très réputée, hein. En apiculture, on n'aime pas trop les frelons. Que le frelon peut aussi consommer nos abeilles, mais il arrive que le frelon joue un rôle de pollinisateur. Et donc les pollinisateurs qui sont les plus réputés vont appartenir à la famille des apidés. Et donc vous avez évidemment le bombus, le bourdon, donc c'est le vrai bourdon, alors que quand on parle du faux bourdon, c'est le mâle de l'abeille, hein. Et donc les abeilles. Donc vous
pourrez observer tout à l'heure une ruche de bourdon. Alors, abeilles et bourdons, comme je le disais, sont les principaux pollinisateurs. Tout simplement les principaux parce qu'ils vont avoir un corps qui est adapté. Leur corps est rempli de petits poils qui sont branchus et qui vont pouvoir accrocher les grains de pollen. C'est pour ça que ce sont les meilleurs pollinisateurs. Les autres se déplacent beaucoup, les papillons se déplacent beaucoup d'une fleur à l'autre, mais ils n'ont pas tous ces poils pour transporter le pollen. Ils ont également un comportement qui est adapté. Si vous avez le bourdon qui va sur une fleur de tomate, et puis après s'il va sur une fraise, et s'il va sur une framboise, et s'il va sur le cerisier, ben, il n'y aura pas de pollinisation. Il faut savoir que les pollinisateurs, les abeilles et les bourdons, en fait, ont une fidélité de butinage. S'ils commencent à butiner une framboise, en général, ils reviennent toujours butiner la fleur de framboise. Donc c'est ce qui fait que la pollinisation fonctionne. Et après, ce qui est intéressant pour l'agriculteur, c'est que ces insectes ont un large spectre alimentaire. Donc, quand la floraison, par exemple, des pommiers est terminée, eh ben, ils sont capables de s'adapter et ils vont aller sur les autres fleurs qui vont être présentes à ce moment-là. Donc, une petite photo pour illustrer. Si vous observez un petit peu les abeilles, vous allez pouvoir observer, en fait, je ne sais plus si je l'avais marqué, des abeilles en fait avec une petite boule jaune à l'arrière. C'est ce qu'on appelle la corbeille à pollen. Et bien là, le pollen, en fait, il est séquestré, l'abeille l'utilise pour elle. Donc là, il n'y a pas de rôle de pollinisation. Ça, c'est ramené, entre guillemets, à la maison pour nourrir les larves. Par contre, celles qui rentrent vraiment à l'intérieur des fleurs pour aller chercher le nectar, elles, bon, là c'est une très belle photo, c'est pas toujours comme ça. Hein. Et, en fait, elles vont se recouvrir vraiment de pollen. Et là, le pollen est disponible. Et donc, cette abeille-là, elle se charge de pollen. Et quand elle va aller sur une autre fleur, c'est là qu'elle va déposer son pollen. Donc, il est vraiment là le rôle de la pollinisation. Donc, c'est pour ça qu'on dit que seules les butineuses, d'ailleurs, de nectar, ont une action pollinique. Donc, les abeilles, c'est quand même plus de 1200 espèces en France. Donc, tout le monde connaît l'abeille domestique, hein, Apis mellifera. Tout le monde la connaît parce que c'est celle aussi qu'on exploite pour sa faculté de nous fournir du miel. Mais il y en a plein d'autres. Donc, et il y en a beaucoup justement qui sont solitaires. Donc au niveau de l'intérêt de l'abeille domestique, il faut savoir que l'abeille domestique, elle va butiner sur un rayon de 3 km. C'est-à-dire que quand vous posez une ruche à un endroit, elle est capable d'aller prospecter 3 km autour de sa ruche. Donc c'est intéressant pour les grandes parcelles. Donc fidélité de butinage à l'espèce, fidélité à l'espèce butinée, pardon. Elle va butiner 250 fleurs par heure. Donc j'ai divisé, hein, ça fait un peu plus de 4 fleurs par minute. Et comme son corps est adapté, elle peut trimballer jusqu'à 500 000 graines de pollen par patte. Donc c'est très intéressant pour la pollinisation. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'elle va marquer les fleurs visitées. Donc en gros, elle émet un signal à ses congénères. Cette fleur, c'est bon, j'y suis passée. Comme ça, en fait, ça donne plus de chances aux fleurs pour être visitées. Donc ensuite, vous avez, donc ça c'est l'abeille domestique qui s'achète, qui s'exploite, qui se trouve dans la nature. Vous avez également l'osmie. L'osmie, c'est la meilleure abeille pour l'agriculteur, pour la pollinisation. En fait, pourquoi je dis la meilleure abeille ? C'est tout simplement, c'est parce que tout à l'heure, vous vous souvenez, je vous ai dit que l'abeille domestique va butiner 4 fleurs par minute. Cette abeille-là, elle est capable de butiner jusqu'à 17 fleurs par minute. Donc elle est très très efficace. Elle marque aussi les fleurs. Et par contre, elle va butiner sur un rayon beaucoup plus court. C'est-à-dire qu'on peut déposer des ruches à abeilles solitaires et elle va butiner qu'à 50 à 100 mètres autour. Donc on est sûr, si on la pose à côté par exemple d'un champ de framboisier, on est sûr qu'elle va aller travailler sur notre champ de framboisier plutôt que sur la luzerne d'à côté. Et dans les auxiliaires qui sont commercialisés, donc vous avez le fameux bourdon terrestre, Bombus terrestris. Lui, son intérêt pour l'agriculteur, c'est qu'il va travailler à des températures plus basses. L'abeille domestique, elle est intéressante, mais elle est frileuse. C'est-à-dire que quand il fait moins de 15 degrés, ben, elle va rester au chaud.
Sauf qu'il peut arriver qu'on a des fleurs quand il fait un peu plus froid, il peut arriver qu'on ait des fleurs quand il y ait du vent, quand les nuages sont là. L'abeille domestique ne sort pas, alors que le bourdon, lui, il va travailler. Alors dans la littérature, on trouve que le bourdon travaille même quand il fait 5 degrés. Je ne suis pas sûre que ça sorte bien à 5 degrés. Hein, il y a les plus courageux qui sortent à 5 degrés. Mais par contre, le bombus, il va vraiment travailler dès 8-10 degrés sans problème. Il travaille sur des courtes distances. Et son gros intérêt pour les producteurs comme Didier, par exemple, c'est que tout simplement, il est très adapté aux abris. Donc, il va travailler sous les abris, il va polliniser les cultures sous les abris. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur la pollinisation, enfin les auxiliaires de pollinisation. Maintenant, en fait, je vais vous présenter donc quelques auxiliaires de contrôle des ravageurs. Donc, le vrai mot, en fait, c'est les auxiliaires entomophages. Ce sont les auxiliaires qui consomment d'autres insectes. Donc, on regroupe sous le terme de ravageurs les organismes vivants, tels que les insectes, les acariens, les nématodes, qu'ils vont avoir un impact sur la culture. Ils vont s'attaquer à la culture, soit ils vont consommer du feuillage, soit ils vont consommer des fleurs, ils vont consommer des fruits, ils vont attaquer les racines. Caroline. Voilà. Et donc, ça peut être des dégâts visuels ou des dégâts, en fait, vraiment pour la récolte. Donc, je vous ai mis un insecte ravageur qui est relativement connu, hein. Donc, c'est le fameux doryphore. Et là, sur cette photo, c'est un insecte piqueur-suceur. Tout le monde le connaît, c'est le puceron. Donc le puceron, on pourrait dire, ce tout petit insecte, qu'est-ce qu'il fait à nos cultures? Eh bien, il fait plein de choses. Déjà, quand il pique, il affaiblit la plante. Mais en plus, le puceron, il pique et il rejette une substance qu'on appelle le miella. Et donc, si vous achetez, par exemple, des framboises toutes collantes, toutes brillantes, remplies de miella, enfin, c'est pas tellement gênant pour vous, mais c'est une dépréciation visuelle. Et donc, du coup, généralement, malheureusement, on achète souvent avec les yeux. Et donc, du coup, les fruits ne sont pas commercialisés derrière. Et en plus, sur ce miel-là, se développe un champignon qu'on appelle la fumagine. Et donc, j'ai envie de dire, ça finit d'affaiblir les plantes. Donc voilà, même s'il est petit, il a un gros impact. Et donc, la lutte biologique, c'est quand même une stratégie qui est prometteuse pour se préserver des ravageurs. Donc, c'est quoi la lutte biologique ? C'est l'utilisation de moyens naturels pour contrôler des organismes nuisibles. Donc, je tiens à mettre l'accent sur la lutte biologique et l'agriculture biologique. Ce sont deux choses différentes. L'agriculture biologique, c'est une conception de l'agriculture dans laquelle, en fait, on ne va pas utiliser d'intrants chimiques. Donc, on a des agriculteurs qui sont conventionnels et qui vont utiliser des méthodes naturelles pour protéger les cultures. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire bien attention. La lutte biologique et l'agriculture biologique, c'est parfois utilisé par les mêmes personnes, mais ça peut être, la lutte biologique, ça peut être utilisé par tout le monde. Et le gros intérêt de la lutte biologique, contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure sur la lutte chimique, là, il n'y a pas de phénomène de résistance. La coccinelle, elle aime manger du puceron, donc elle mangera toujours du puceron. La rigueur, le puceron, il va peut-être courir un peu plus vite, mais voilà. Il n'y a pas de phénomène de résistance qui se met en place. Et puis, il y a une grande spécificité. Si je fais un lâcher de coccinelle, les coccinelles vont aller sur mon puceron et elles ne vont pas, par exemple, avoir un impact sur les pollinisateurs. Et puis, ça peut être durable aussi quand on aménage ces parcelles ou quand on introduit des espèces qui peuvent se développer naturellement. La lutte, petit à petit, peut se faire toute seule. Donc, en Corrèze, les agriculteurs, il y a longtemps qu'ils utilisent la lutte biologique pour protéger les cultures. En fait, ils ont même commencé. Donc, moi, j'avais trouvé au début des années 90. Alors, je ne suis pas non plus très vieille, hein, peut-être qu'ils ont commencé plus tôt, mais ce sont les références que j'ai trouvées. Et notamment, les agriculteurs avaient commencé à utiliser Ancarcia formosa, donc c'est ici, là, pour lutter contre les alerodes. Les alerodes, c'est la mouche blanche. On la voit en fraisier, on la voit en tomate. Donc, ils ont lâché Ancarcia formosa et elle s'est très bien adaptée.
On la retrouve même naturellement dans certaines cultures aujourd'hui sans problème. Donc, par contre, la lutte biologique, pour bien la réussir, il est impératif d'observer. Et les agriculteurs aujourd'hui ont appris à observer leur culture. Il y a une méthode d'observation. On va observer la plante entière, on va observer le dessus des feuilles, on va observer le dessous des feuilles. Et j'ai envie de dire, il y a même des protocoles qui sont mis en place pour savoir en fait ce qui se passe sur nos plantes. Donc il faut observer, mais il faut aussi identifier. Parce que si vous observez et vous me dites j'ai vu des petites bêtes, moi je ne peux pas vous dire si elle est gentille ou si elle est méchante. Donc il faut savoir identifier les individus, et plus que ça, il faut identifier les couples ravageurs auxiliaires. Et il faut aller même au-delà, il faut identifier les périodes de présence. Et quand vous avez fait tout ça, il faut analyser le risque. Est-ce que c'est parce que je vois un puceron qu'il y a un risque pour ma culture ? Ou si je vois 10 pucerons sur une seule feuille, est-ce que c'est dangereux ? Donc nous, les techniciens, en fait, on essaye de faire des références sur ce qu'on appelle les seuils de nuisibilité. Et donc, on travaille ça notamment dans nos collectifs d'agriculteurs. Alors, je cite souvent le puceron. Il faut savoir que le puceron, il n'y a pas qu'un puceron. Malheureusement pour nous, il y a beaucoup de pucerons. Il y a même un site qui a été créé par l'INRA qui est dédié exclusivement à la reconnaissance des pucerons. Donc il y a des pucerons qui sont très faciles à réguler et il y en a d'autres qui sont très problématiques, notamment en arboriculture. Donc est-ce que vous connaissez cet insecte ? Alors, est-ce que vous connaissez cet insecte ? C'est un très bon régulateur à pucerons et je vous en parle depuis tout à l'heure. C'est la larve de coccinelle. Voilà, la larve, en fait, on dit toujours c'est la coccinelle qui régule les pucerons, c'est la coccinelle qui régule les pucerons, celle qui fait le boulot. Enfin, c'est surtout quand elle est au stade de larve qu'elle va intervenir sur la culture et qu'elle va protéger la culture. La larve de coccinelle est très vorace. Donc, on connaît très bien donc, ce stade-là. On connaît beaucoup moins, donc vous pourrez en observer, donc le stade larvaire et le stade nymphe. Après, sur votre gauche, je vous ai mis aussi des photos de coccinelles. Ce sont les coccinelles asiatiques. Donc aujourd'hui, les coccinelles asiatiques, elles sont quand même très décriées. Il faut savoir que c'est nous qui les avions introduites en pensant bien faire il y a quelques années parce qu'en fait, elle est très performante, la coccinelle asiatique, pour réguler les pucerons. Et justement, les larves de coccinelles asiatiques sont beaucoup plus voraces que notre coccinelle. Sauf qu'on a tout stoppé. Parce qu'elle était tellement efficace qu'elle concurrençait notre coccinelle. Donc aujourd'hui, on n'a plus le droit d'introduire de coccinelles asiatiques, mais par contre, on les trouve quand même partout. Donc si vous habitez une maison en pierre, voilà, au printemps, vous en trouvez beaucoup à l'intérieur, puisque c'est là où elle vient passer l'hiver. Donc les coccinelles, un autre auxiliaire qui est très intéressant, qu'on utilise sur nos cultures, ce sont les chrysopes. Donc la coccinelle, c'est la bête à bon Dieu. La chrysope, son petit nom, c'est la demoiselle aux yeux d'or. Parce qu'en fait, elle a des petits yeux globuleux très très jaunes et très brillants. Donc la chrysope, c'est un insecte qui est très très joli à voir. Par contre, l'adulte, j'ai envie de dire, à part polliniser un peu parce qu'il se promène de fleur en fleur, il ne fait pas grand-chose. C'est là encore une fois la larve qui a l'aspect d'un monstre, qui va être efficace et qu'on va introduire dans les cultures pour nous aider à lutter contre le puceron. Et ça, je vous l'ai mis aussi en photo parce que souvent on s'interroge, c'est l'œuf de la chrysope. En fait, la chrysope, pour ne pas se faire manger les œufs, elle met un fil très rigide et elle pond son œuf au bout, comme ça, c'est à l'abri des autres prédateurs. Et donc le troisième auxiliaire que je souhaitais vous présenter, ce sont les cirfes, parce que les cirfes sont très très nombreuses. Ce que je vous disais tout à l'heure, les cirfes, ça ressemble à des petites guêpes, sauf qu'à la différence des guêpes, elles vont polliniser et consommer des ravageurs. Elles ont un vol stationnaire, c'est ce qui nous permet vraiment de les reconnaître. Donc il y en a tout un tas. Au niveau de l'abdomen est plus ou moins long, plus ou moins gros, voilà, mais le fait qu'elles volent en stationnaire, ça doit vous aider à dire que c'est une cirfe. Et encore une fois, c'est la larve qui va consommer le ravageur.
Donc je vous l'ai mis cette fois-ci à gauche. Et ici, là, c'est la nymphe. C'est le stade entre la larve et l'adulte. Donc généralement, on trouve ça sous les feuilles. Un autre auxiliaire qui est peut-être moins connu du grand public, c'est le thrips. Par contre, le thrips, il nous gêne beaucoup, sur tout un tas de cultures. On l'a sur la vigne, on l'a en pomme, Pascal ? On l'a sur la pomme, on l'a sur les fraises. En framboise, il ne nous embête pas trop. On l'a en horticulture. Le thrips, en fait, il va piquer les feuilles. En fait, il déprécie visuellement les fleurs en horticulture. Et bien là aussi, là, ces ravageurs, ces prédateurs naturels, on a des petites punaises qui sont, quand je dis petites, c'est là on observe avec des loupes. Donc les Orius, donc c'est une grande famille, les Orius, qui circulent sur les plantes et qui vont consommer les larves de thrips. On a également un autre thrips, on l'appelle le bagnard, parce qu'il est comme un bagnard, quoi, il est rayé, blanc et noir, qui va consommer et qui va nous aider à réguler les thrips dans les cultures. Et après, le thrips, c'est quand même plus difficile à réguler que plein d'autres choses. Et donc, on a aussi des auxiliaires du commerce qui sont souvent introduits en fraisier pour nous aider à les réguler. Donc, Amblyseus cucumeris et Amblyseus swirski. Alors, souvent, les techniciens ont dit cucumeris ou swirski, enfin, voilà. Donc les auxiliaires, on pourrait y passer des heures, ils sont bien plus nombreux qu'on le pense, ils sont très nombreux dans la nature et ils sont très nombreux aussi à être exploités au niveau du commerce, c'est-à-dire qu'on peut les acheter, on les commande. Si on veut commander des auxiliaires pour notre culture, il faut passer les commandes avant le mercredi midi ou le jeudi midi, ça dépend un peu des fournisseurs, et c'est livré la semaine suivante. Donc la lutte biologique, la protection biologique intégrée, en fait, ce sont des choses aussi qui s'anticipent. On ne décide pas, tiens, je m'en occupe demain. C'est je commence à avoir du puceron, je me rends compte que ces pucerons ne se régulent pas. Je commande pour la semaine prochaine des petites bêtes qui vont m'aider à la régulation des ravageurs. Voilà, alors je termine quand même sur le fait que les lâchers, c'est bien. Mais en fait, on fait des lâchers parce qu'il n'y a pas toujours un maintien naturel des auxiliaires dans nos cultures. Donc les agriculteurs, pour optimiser le maintien des cultures, ils ont appris à observer leur culture, mais ils vont bien au-delà. Ils ont appris à observer l'environnement de leur culture. Donc là, par exemple, c'est une productrice avec qui je travaille, donc c'est une serriste, qui a appris vraiment à exploiter tout le tour de sa serre. Et donc elle est capable, elle me dit, tiens, en ce moment, les cirfes, elles sont présentes sur le spot aortique et au nord, elles sont présentes sur le spot aortique qui sont au sud. Et donc elle observe, et elle sait d'ailleurs, donc je parle de... Elle sait si les cirfes sont présentes. Et là aussi, je ne vous l'ai pas dit, je ne l'ai pas marqué, je crois, ce sont des larves de Stétorus, ce sont des petites coccinelles qui aident à la régulation des auxiliaires qui sont présentes sur les orties. Donc elle est capable de voir quand est-ce que la nature est en adéquation avec sa culture, ou elle est capable de voir s'il y a un décalage. Donc elle observe l'environnement et elle essaye de développer cet environnement favorable pour l'exploiter. Donc cette agricultrice, donc elle est bien plus courageuse que moi parce qu'elle ne craint pas les orties, en fait, elle ne va pas détruire son champ d'orties. En fait, de façon quotidienne, elle va prélever sur les orties des auxiliaires qu'elle réintroduit dans sa serre pour lutter de façon naturelle. Donc c'est une productrice de framboises qui est en hors-sol, donc elle n'a pas le droit de prétendre à la labellisation agriculture biologique. Par contre, elle n'utilise pas de pesticides de synthèse depuis 2009. Ça fait 10 ans en fait qu'elle gère ces ravageurs avec des introductions naturelles. Et donc ça c'est voilà, c'est un doublon de diapo, je suis désolée. Et donc, comme elle, beaucoup d'agriculteurs, ils pourront témoigner, ont essayé et essayent encore aujourd'hui de développer un environnement favorable justement à l'implantation des auxiliaires dans les cultures. Donc en fraises suspendues, avant, on produisait avec une toile au sol. En fait, on imaginait qu'un agriculteur, ce que je vous disais tout à l'heure, l'agriculteur qui réussissait, c'est celui qui maîtrisait tout. En fait, il fallait vraiment que sa culture soit propre. Mais finalement, quand la culture est trop propre, la première chose qui apparaît dans la culture, c'est celui qui a envie de manger la culture. Donc c'est toujours le ravageur qui est là.
Alors qu'en introduisant, en fait, on a enlevé les bâches plastiques, on a développé l'herbe, donc ils ne l'ont pas tous fait, hein, il y a des avantages et des inconvénients, hein, mais en implantant des bandes enherbées dans les cultures, et bien quelque part, on accepte quelques ravageurs sur ces bandes enherbées. Ces quelques ravageurs font venir les auxiliaires qui les concernent, et du coup, quand la culture est attaquée, on a des auxiliaires qui sont présents dans l'environnement immédiat. Donc on développe vraiment les bandes enherbées, la végétalisation des abords de ferme, la mise en place de haies. On met en place des différents nichoirs. On a aussi essayé sur une station de mettre des abris à chrysopes. Donc quand je dis on a essayé, c'est parce qu'en fait on a aussi étudié le comportement de la chrysope. Et la chrysope, quand elle circule là, elle ne va pas circuler là-bas. C'est-à-dire que si on ne met pas son abri sur son passage, en fait, elle ne va pas s'installer sur place. Donc ça aussi, il faut apprendre, il faut tâter. Il y a une année, l'abri il est vide. Donc l'année suivante, comme les chrysopes circulent toujours au même endroit, si on n'a rien si on n'a rien eu l'hiver dans cet abri, c'est que l'abri est mal placé. L'année suivante, en fait, on le déplace. Donc ça, c'est un travail de longue haleine d'identifier, par exemple, où est-ce que la chrysope passe, justement, pour lui installer ses abris. Donc voilà. Et il y a aussi toujours d'énormes difficultés avec certains ravageurs. On a des ravageurs, par exemple, en puceron. On parle beaucoup du puceron parce qu'on dit toujours que la coccinelle régule le puceron. Mais nous, en framboise, on a Amphorophora idae. En fait, c'est un grand puceron qui a des grandes jambes, qui a une carapace qui est un petit peu épaisse. Et même si la cirfe va aider à le réguler, même si la coccinelle va un petit peu en manger, les larves, vous vous souvenez des larves, elles ont quand même des petites pattes. Ce grand puceron, il a des grandes pattes. Il est malin, quand la larve arrive, il s'en va. Donc on a vraiment des problèmes de régulation avec Amphorophora. Donc en arbo aussi, le puceron cendré, c'est une problématique. On a aussi, nous, en fruits rouges, la Drosophile Suzuki. La Drosophile Suzuki, c'est une mouche en fait qui est arrivée, contrairement à notre mouche à nous, la Melanogaster, en fait, elle va piquer des fruits qui sont en surmaturité et qui sont limite pourris. Donc à la rigueur, on s'en fiche pour nous. Cette mouche-là, en fait, elle va piquer des fruits qui ne sont pas encore tournés. C'est-à-dire que nous, on va récolter des framboises, et si on ne fait pas attention, si on oublie des framboises et on les récolte en général plutôt claires, et si on les récolte un peu plus, si on en oublie, si on les récolte un peu plus foncées, on a des larves en fait qui vont se développer. Et comme elle est arrivée, elle tardivement, je pense qu'elle est arrivée chez nous en 2012, la nature s'adapte, on a des ravageurs qui se mettent en place, mais pendant longtemps, la drosophile, elle n'a pas eu de prédateur. Donc travailler avec la nature, c'est bien, sauf que parfois la nature, elle n'arrive pas à tout faire. Donc j'ai des agriculteurs qui acceptent 20% de pertes, 30% de pertes, mais ce n'est pas toujours évident. Donc voilà. Donc avec les agriculteurs, justement, on travaille beaucoup sur le partage de l'information. J'ai fait ça, ça a marché, ou j'ai fait ça, ça n'a pas marché. C'est important de communiquer aussi sur ce qu'on ne réussit pas, parce que ça évite à son prochain de réessayer, tout simplement. Donc on fait ça avec les agriculteurs. Donc Eric communique aussi avec d'autres techniciens, on échange pour essayer vraiment d'optimiser les pratiques. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Pascal qui va se présenter, qui va dire peut-être ce qu'il fait lui avec les insectes, à Eric et à Didier. Bonjour à tous déjà. Moi le bio, il y a 2 ans, je ne connaissais pas du tout. C'est un jour, au détour d'une conversation, mais je me suis dit pourquoi pas partir dans le bio, quoi. Et très honnêtement aujourd'hui, ça sera à refaire, je le ferai pas. Parce que c'est très contraignant. Il n'y a plus de samedi, il n'y a plus de dimanche. Parce que quand on fait de la pomme en raisonné, on a une panoplie assez importante de produits pharmaceutiques ou phytosanitaires, comme on veut, pour intervenir. Quand on passe au bio, on passe à l'homéopathie chez vous. Donc on n'a plus de samedi, on n'a plus de dimanche. Notre technicien nous envoie les SMS le dimanche midi pour intervenir à 13h30. Il faut avoir le produit sur place. Il ne faut pas avoir prévu d'aller partir le dimanche ailleurs.
Donc il faut savoir que le bio en pomme, c'est ça. Je sais pas. Donc on n'a pas de produits qui peuvent intervenir. Par exemple, sur globalement 15 mm, les produits sont lessivés puisqu'ils sont biodégradables. C'est-à-dire qu'une pluie le dimanche matin de 16 mm, on attelle l'atomiseur, on traite le dimanche après-midi. Donc il faut être prêt à sacrifier sa vie privée pour faire du bio en arbo. Après, c'est pas désagréable. Après, quand on a vécu 25 ans d'arbo comme je l'ai fait en tradi, les gens qui reviennent voir le verger, ils disent ton verger il est dégueulasse, t'es un gros feignant. Parce qu'on est obligé de laisser de l'air pour les auxiliaires. On ne tombe plus, on tombe tous les 2 mois. Avant, on avait des terrains de golf qui étaient parfaitement désherbés sous la rangée, qui étaient tondus tous les 10 jours à la tondeuse parfaitement. Voilà, c'est un choix. Après, quand on travaille au verger, on voit les coccinelles qui sont revenus, on voit tous les auxiliaires qui sont revenus. Après, cette année, on a des récoltes de golden qui sont incommercialisables dans le réseau normal tant qu'on n'est pas en bio parce qu'on est en C3. Bon, c'est converti de 3e année. Donc, on n'a pas les armes et la phyto du traditionnel, mais on commercialise dans le réseau du traditionnel. C'est-à-dire, pendant ces 3 années-là, il faut être prêt à accepter de perdre de l'argent. Et aujourd'hui, le débat, il est comment on vend. Bon, on a Blédina qui est là pour acheter, qui a analysé les pommes et où il n'y a aucun résidu sur ces fruits-là. Ça, on le sait maintenant. Voilà, c'est un nouveau métier. On change tout, on abandonne tout. Voilà, je pense que ça sera plus facile pour la nouvelle génération qui sortira fraîchement des écoles d'agriculture que pour la mienne. Je ne regrette pas l'aventure. Mais l'exploitation fait 150 hectares à côté. Elle est gérée en raisonné pour tout ce qui est céréales. À côté de ça, on y a mis un centre d'entraînement de chevaux de course où là, on valorise les pailles, les céréales de l'exploitation et on travaille en circuit court pour faire des compostages pour les maïs. Si aujourd'hui vous me dites quelle partie je prends la partie tradi. Je prends pas le bio. Moi personnellement, voilà. Parce que je pense que pour faire du bio, il faut être très bon dans le reste. Et on passe au bio quand on est très bon, quoi. Si on est moyen, il ne faut pas passer au bio parce qu'on se casse la gueule, quoi. C'est mon avis personnel. Et après, il faudra aussi que les gens qui sont dans la salle soient prêts à accepter les défauts. Parce qu'on aime comme la poupée Barbie en France. Hein. Il faut qu'elle soit parfaite. Et c'est la majorité quand même de la clientèle. Et après, il faut aussi savoir qu'il y aura peut-être un prix à payer. Voilà. Aujourd'hui, quand on discute, tout le monde est d'accord d'avoir dans son assiette un produit qui soit indemne de tout, mais tout le monde n'est pas prêt à y mettre un prix en conséquence, je pense. Et on voit bien que, je sais pas, mais le bio se démocratise un peu partout dans d'autres pays, avec des cahiers des charges qui sont peut-être pas tout à fait les mêmes que les nôtres. Et avec nous, en arbo, je parle personnellement, c'est énormément de main-d'œuvre en plus. La main-d'œuvre chez nous elle coûte cher, beaucoup plus cher qu'ailleurs. Quand on n'a pas d'éclaircissage chimique pour la pomme, on le fait la même. Après, on a une machine qui s'appelle la Darwin qui marche pas trop mal. Mais il faut savoir que tout ça, ça aura un coût à la fin. Il faut être capable financièrement de passer ces 3 années où on va, comme disait Karine tout à l'heure, accepter de perdre 20-30%. Cette année, on a des gros problèmes sur les pucerons, alors qu'on a des coccinelles partout. Nos prédateurs sont là, mais on a quand même une montée de population parce qu'on est température très basse, après on est parti avec température très chaude, des grosses attaques. Aujourd'hui, on a des pommes qui ont été déformées par les pucerons. Ces pommes-là, elles sont incommercialisables. Sur des vergers comme les nôtres, c'est 20%, je pense, à peu près, qui n'iront même pas à l'industrie, quoi, qui resteront au verger. Tout ça, il faut être capable de l'accepter. C'est-à-dire qu'il faudra que les 70% restants valorisent les 30% qu'on laisse au verger. Voilà. Donc, on sait que ça marche, les prédateurs, je disais Karine, nous les coccinelles, aujourd'hui sur une plateforme, il fallait prendre des lunettes pour les voir. Aujourd'hui, à l'œil nu, on en voit galoper partout. Hein. On voit les nichoirs sont pleins, la vie, les abeilles, ça tourne bien. On a laissé du trèfle blanc aller s'implanter sur les bandes enherbées où on traitait au glyphosate. Aujourd'hui, le trèfle blanc, il est en train de coloniser. Ça se passe pas mal du tout. Je pense qu'en 3e année, on aura tout colonisé. Après, ça va être des investissements de machines pour aller quand même tondre. Mais après, on a d'autres problèmes, c'est les stress hydriques. Aujourd'hui, il fait très sec. Quand on avait des vergers qui étaient en terre sous les pieds, on gardait de l'eau.
Aujourd'hui, il faut savoir que quand on implante de la végétation, c'est beau, mais ça pompe de l'eau, quoi. Et l'eau qui est prise par le trèfle ou tous ces couverts ne va pas à la plante. Voilà, donc tout ça, c'est un compromis. Je pense qu'on est au début peut-être certainement de belles choses, mais aussi on va se casser la gueule, quoi. Je veux dire, quand on tombe de cheval, il faut remonter tout de suite. Ça sera compliqué, et je pense que ça sera... Moi, je vois plus ce raisonnement avec les prédateurs et tout, avec des nouvelles variétés. Enfin, nous, en arbo, personnellement, c'est-à-dire que arrêter des variétés de type golden ou tout ça, aller sur des variétés qui elles-mêmes seront plus résistantes génétiquement. Parce que si déjà on a la génétique avec nous, eh bien, on traitera moins. Ce sera plus facile. Nous, notre arme, c'est la tavelure. La tavelure, quand on a des printemps pluvieux comme on a eu cette année, ben c'est plus d'intervention qu'en traditionnel, en bio. Parce qu'on n'a pas ces résistantes en pluviométrie avec des produits classiques. On est à 30-40 mm, là on passe à 10-15. Donc il faut se dire que dès qu'il y a une petite averse, ben, on y revient. Voilà. Après, les vergers aujourd'hui, c'est sûr que si on fait... le point par rapport à il y a 3 ans, la faune qui est dans le verger, les prédateurs et tout, c'est multiplié, je pense, par 30 ou 40%. Voilà. Oui, ce que je n'ai pas précisé peut-être, c'est que donc moi je suis ingénieur réseau Défi Framboise. En fait, c'est Défi, c'est 3000 agriculteurs en France qui se sont engagés volontairement vers une réduction des pesticides. Donc quelque part, ils ne font pas de l'expérimentation, mais quelque part, ils font de l'expérimentation au niveau de leur ferme. Et donc Pascal, lui, il fait partie de ce qu'on appelle un groupe 30 000 arboriculture, donc où en fait, accompagné par la coopérative Coplim. Vous êtes combien? 10 dans le groupe, 12 agriculteurs ont choisi de tester la conversion des vergers golden en agriculture biologique. Donc ces 12 agriculteurs-là, effectivement, on va dire qu'ils essuient un peu les plâtres de pas mal de choses. En fait, dans les réseaux défis, on est censé faire remonter de la référence et eux devraient faire de la vulgarisation de référence. Mais au final, ces groupes-là se retrouvent au même niveau que nos groupes. Ils testent des choses. Donc, par exemple, comme il disait, là, pour l'implantation des auxiliaires, donc déjà, vous désherbiez plus. Mais là, en plus, donc, il y a une gestion de la tonte qui est mise en place. Les années comme cette année où il s'est quand même relativement sec, ben, finalement, cet atout qu'on pensait être pour les auxiliaires se retourne quelque part contre la culture puisque l'herbe devient concurrente des arbres. Donc il y a pas mal de choses en fait que les agriculteurs mettent en place et mesurent effets positifs, effets négatifs et avec leurs techniciens. Et un des gros effets négatifs en arboriculture, c'est effectivement la gestion du temps. Donc dans ce groupe-là, en plus, la conversion à l'agriculture biologique, qui gère tous les paramètres. Donc c'est en ce sens-là aussi que c'est un challenge, quoi. Voilà. Donc des fois, ça peut être un peu fatigant, usant, voilà. Donc faut garder le moral. C'est aussi la force du groupe. C'est justement, ils échangent entre eux, c'est des réunions pour dire un petit peu ce qui se passe dans les cultures. Voilà. Bon, merci. Eric ? Bonjour à tous. Donc, je suis Eric Bressy, je suis technicien expérimentation à l'ADIDA, donc la Chambre d'agriculture. C'est une association départementale d'information et de développement agricole. Et j'ai depuis bientôt 4 ans un groupe défi avec 10 producteurs de fraises, spécialement en fraises, et un groupe de 10 producteurs fraises framboises dans un groupe 30 000. Comme disait Karine, défi c'est un peu de l'expérimentation et 30 000 c'est plus, ils sont plus prêts à participer, à appliquer ce qui a été fait en défi, en SP. Et en plus, je fais le suivi des producteurs de fraises en Corrèze. Ouais. Oui, bonjour, donc Didier Selle, producteur de fraises et légumes sur la région de Beaulieu. On vient de se réinstaller depuis 2 ou 3 ans sur cette culture
qui nous plaît depuis des années et des années, puisqu'on l'a pratiqué en plein champ, en plein sol. Et pour certaines raisons de santé et autres, on a changé notre système et on a décidé de partir sur une production en serre pour des raisons déjà personnelles de santé, d'une part, et d'autre part pour les protections et pour une production de fruits et de légumes de façon plus, comme je le dis, plus propre. Car dans un atelier comme j'ai monté depuis deux ans, en serre, des fraises sont plus en plein sol, mais surélevées. Alors je mettrai un petit bémol par rapport à ce qui se disait avant quand on parlait de hors sol. Aujourd'hui, moi j'appelle ça des jardins suspendus, puisque c'était des structures qui sont montées, étudiées pour une culture abritée, aérée, protégée donc de tout champignon et à hauteur de façon à mieux travailler. Et deuxièmement, plantée dans des sacs de terre, et je dis bien de la terre, et non pas d'autres produits qui se mettaient vu un certain temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive à produire des fruits et légumes à hauteur, tout en étant de très haute qualité. Mais l'handicap de travailler dans des serres comme ça, c'est qu'on est à l'abri, on est au chaud, on est à l'humidité. Donc ça intéresse beaucoup d'insectes. Et ces insectes, il faut gérer le problème. Avant, c'était simple. On prenait la pompe à d'eau, on passait, c'était réglé. Sauf que soit le paysan, soit le consommateur, il prenait les séquelles. Et je m'en suis vite aperçu, puisque un jour je suis rentré, pas forcément bien comme il faut. Donc c'est là qu'avec ma femme, on a dit il faut qu'on fasse évoluer notre travail, notre santé, et celle à qui on va proposer nos produits, c'est-à-dire nos clients, vu que tout ce que nous produisons, nous le vendons en direct aux consommateurs. Donc pour être franc, honnête et avoir l'honnêteté, le courage de dire c'est un bon produit, il faut le produire, ce produit. Et c'est justement à l'aide de la PBI, exemple, qui nous a beaucoup aidé à faire avancer la chose, vu que depuis 2 ans, dans nos serres, on ne met aucun produit chimique, aucun pesticide sur nos fraises et légumes. Et on arrive à faire quand même suffisamment de production. Pardon Didier, hein, lui il tient à son terme de jardin suspendu. Moi je tiens à ma définition des pesticides, puisque je m'occupe effectivement au niveau de la Chambre d'agriculture de protection des cultures, et c'est moi qui est en charge justement de la mise en place du plan éco-phyto et qui accompagne les producteurs, qui forment les agriculteurs sur l'utilisation des pesticides. Donc les pesticides, entendez bien, hein, c'est pas forcément que des produits chimiques. Le soufre, la bouillie bordelaise, ce sont effectivement des produits qui sont naturels, mais ce sont des pesticides. Et comme je le dis souvent, hein, l'amanite phalloïde, c'est un champignon naturel, sauf que si on le consomme, eh ben, il n'est pas inoffensif. Donc dans les produits bio, il faut faire attention, c'est aussi dangereux. Donc nos programmes à nous, c'est aussi réduire l'utilisation de ces produits-là. L'idée, c'est vraiment d'améliorer la pratique sur tous les points. Voilà, donc juste la parenthèse, et PBI, Didier en fait n'a pas pensé à préciser, je ne sais pas si vous le saviez, c'est protection biologique intégrée. C'est-à-dire qu'on intègre la vie dans les cultures. Oui, pour continuer ces propos, c'est vrai que dans ma serre, dans notre serre, sur le secteur de Beaulieu, on est dans les premiers à monter une serre, je dirais, avec toute plante au sol, avec les bourdons, avec zéro traitement chimique. C'est vrai que quand on arrive chez nous, c'est pas forcément très clean. Au sol dans ma serre, j'ai des ronces, j'ai des orties, j'ai de tout. Avant on les chassait, maintenant moi je les entretiens. De façon raisonnée, du moment qu'on puisse travailler et qu'elles ne nous gênent pas, mais qu'elles soient là comme témoins d'un insecte
qui arrivent d'une maladie ou autre. Et c'est avec toute cette panoplie d'outils qu'on arrive à mener à bien notre production et d'être, je pense, très encouragé à poursuivre. Le seul petit bémol que je mettrai, que je tiens à souligner, c'est que aujourd'hui, nous, comme je le disais tout à l'heure, on produit et on vend nos produits nous-mêmes en direct et tout en direct, pas d'intermédiaire. Mais il s'avère que si on n'a pas un joli, beau, gros et très luisant fruit, il ne vaut rien. Donc il faut savoir aussi qu'un fruit naturel, un fruit qui n'a pas été traité chimiquement ou autre, peut avoir une imperfection ou une forme un peu bizarroïde, comme je dirais. Mais ce qui empêche que c'est un produit qui est naturel et qui est bon. Donc le jour où on aura réglé ce problème-là, de dire on n'achète plus qu'avec les yeux, mais acheter le produit de base, mais on aura tous réussi, je pense. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, on est là pour vous répondre. Et sinon, je vous invite à aller observer les différents kits qui nous ont été livrés en fait. Donc on a une ruche à Bourdon, on a donc tout un tas d'auxiliaires avec leur support. Ça vous permettra aussi de voir comment ces bestioles nous sont livrées. Donc c'est disponible là. Merci.